On va voir ensemble comment venir quantifier les efforts internes dans les poutres et plus particulièrement comment est-ce qu'on peut venir représenter ces informations sous forme de diagrammes. Donc, ce qu'on a vu dans le module 3, ce sont les efforts longitudinaux. Donc, on a appelé soit F, soit N, les efforts normaux qui sont perpendiculaires à l'axe longitudinal d'une barre. Au module 4, on a vu, encore une fois pour les barres, quels sont les efforts de torsion appliqués sur celle-ci, donc des efforts qui tournent autour de l'axe longitudinal. Dans le module 5, ce qu'on va voir ici, c'est comment est-ce qu'on peut venir quantifier les efforts de flexion et de cisaillement, M et V, dans le but de venir tracer nos diagrammes d'efforts, donc à la fois pour l'effort normal qu'on a déjà vu, mais également pour l'effort tranchant et le moment fléchissant. Et c'est ça qu'on va utiliser dans le prochain module, de façon à venir au module 6, venir quantifier nos contraintes de flexion dans les poutres. OK, donc tout d'abord, on va commencer avec un petit rappel. Qu'est-ce qu'un diagramme des efforts? Donc, imaginons ici, on voit une structure qui est représentée avec ses charges. Donc, on a ses appuis, une charge répartie, une charge concentrée. Donc ici, ce qu'on va venir faire, si on fait un diagramme de corps libre, on va venir explicitement représenter les efforts externes ainsi que les réactions ici qui ont été identifiées par des forces. On est venu également remplacer ma charge répartie par une charge ponctuelle équivalente. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est utiliser notre équilibre ici de façon à venir déterminer en tout point sur ma structure, dans ce cas-là sur ma poutre, je veux venir déterminer quel va être l'effort tranchant, c'est-à-dire la force causée par le cisaillement à l'intérieur de ma membrure en tout point, ainsi que le moment fléchissant généré à l'intérieur de ma membrure en tout point. Okay? Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? De façon à pouvoir venir rapidement et visuellement identifier quelles sont nos sections critiques, à la fois pour l'effort tranchant ou pour le moment fléchissant, de façon à venir dimensionner nos membrures ou du moins analyser à quel endroit est-ce que j'aurai la section la plus faible dans ma membrure, ou du moins la plus sollicitée. Donc, introduction, c'est ce qu'on vient de faire ici. Ce qu'on va voir tout d'abord, un petit rappel, quels sont les efforts internes, notamment quelles sont les conventions de signes. Ensuite, on va voir trois méthodes de façon à venir tracer, de venir calculer nos diagrammes d'efforts internes. Une première méthode analytique, d'où l'intérêt de venir voir d'un point de vue fondamental d'où viennent les relations entre la charge appliquée, l'effort tranchant et le moment fléchissant. Ensuite, on va avoir une deuxième méthode qui est une méthode d'équilibre qui nous permet de venir tracer ces efforts-là, ces diagrammes-là à partir de calculs faits à certains points ponctuels. Et finalement, la méthode 3, méthode graphique, qui est une méthode qui est assez rapide de façon à venir tracer complètement un diagramme d'effort. Et finalement, on va voir certaines particularités. Qu'est-ce qui va se passer si nos structures ne sont pas toujours linéaires? Donc là, on voit une poutre qui est horizontale, c'est les premiers qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on fait ensuite si on a des géométries comme des cadres qui sont un peu plus complexes que des structures qui sont unidimensionnelles? Donc, on commence avec les efforts internes. Donc, on va regarder la représentation des efforts internes dans les poutres et comment est-ce qu'on représente ça par des diagrammes de corps libre. On va faire un petit rappel sur la convention de signes et finalement, un survol des méthodes de calcul. Donc, si on commence, voici une représentation pour une poutre soumise à un chargement réparti. Donc, rectangulaire jusqu'au point ici et ensuite triangulaire. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un appui à rouleau en A, c'est-à-dire on va simplement avoir une réaction verticale et on a un appui fixe mais rotulé au point B, c'est-à-dire qu'aucun moment fléchissant qui va être repris ici. Par contre, je vais avoir des forces développées en X et en Y. Donc, si on veut par exemple venir évaluer quels sont mes efforts internes au point C, bien, je fais une coupe et je vais me représenter ça par un diagramme de corps libre. Donc, en gardant soit la partie gauche, soit la partie droite. Ou ici, pour l'instant, les efforts internes sont inconnus. Donc, comme on a fait précédemment, dès qu'on a des efforts internes qui sont inconnus, ce qu'on va faire, on va poser ces inconnus-là comme étant de signes positifs. Donc ici, l'effort tranchant de part et d'autre de ma coupe sont de signes positifs. Le moment fléchissant de part et d'autre sont de signes positifs. Donc, rappelez-vous, notre convention de signes est la suivante. Donc, pour de l'effort tranchant, si je conserve la partie gauche, bien, mon effort tranchant positif ici pointe vers le bas. Mon effort positif, si je conserve la partie de droite, va être vers le haut. Donc, comme j'ai ici. Pour le moment fléchissant, donc si on conserve la partie de gauche dans le sens horaire, ici,
si je conserve la partie droite dans le sens anti-horaire comme ici. Donc, la convention de signe qu'on a utilisée jusqu'à maintenant et qu'on va continuer d'utiliser, c'est celle-ci. Donc, et pour se rappeler de cette convention de signe-là, un truc, c'est de dire la flexion ici. Donc, ça va produire des lignes qui sont comme un sourire. Donc, vous voyez, qui plient vers le haut. Donc, plutôt comme ça, qui plient vers le haut. Donc, et au contraire, si c'est négatif, ça va plier vers le bas. Donc, moment négatif, moment positif. OK? Sourire, ça veut dire c'est positif vers le haut. Parfait. Ensuite, pour le cisaillement, on peut se dire, si mes forces de cisaillement de part et d'autre produisent un couple qui est dans la direction horaire, on va dire que c'est des efforts de cisaillement positifs. Donc, rappelez-vous, direction de rotation horaire pour les efforts tranchants et courbure vers le haut, de façon à dire un moment qui est positif. OK. Donc, regardons maintenant un aperçu de quelles sont les méthodes de calcul qu'on va voir ici. Donc, ce qu'on veut faire, ce qu'on va arriver à faire, c'est arriver à pouvoir quantifier en tout point dans une poutre, ou on va voir plus tard dans des cadres, c'est-à-dire des assemblages de poutres, les diagrammes d'efforts normaux, tranchants et pour le moment fléchissant. De savoir quelles sont toutes les combinaisons d'efforts qui agissent en tout point dans notre structure. Donc, il y a trois méthodes qu'on va voir ensemble ici. Tout d'abord, la méthode analytique, qui est la méthode fondamentale qui explique les relations entre chacun de nos efforts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire de manière analytique quelle est l'expression pour P de x, c'est-à-dire la charge appliquée, et ensuite, on va venir intégrer ce P de x de façon à obtenir mon effort tranchant V de x. On va venir intégrer V de x une autre fois de façon à obtenir M de x, mon moment fléchissant. Deuxième méthode, c'est une méthode d'équilibre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des diagrammes de corps libre à certaines sections clés, de façon à venir relier par la suite ces points-là, de façon à obtenir notre diagramme global. Et finalement, la méthode graphique, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir tout d'abord notre diagramme pour P de x, la charge appliquée. À partir de ce diagramme-là, on va calculer V de x. À partir du diagramme de V de x, on va pouvoir calculer P de x. OK? Donc, première méthode, méthode analytique. Donc, tout d'abord, regardons plus en détail pourquoi est-ce qu'on disait qu'on pouvait obtenir V de x à partir de l'intégrale de P de x. Donc, ce qu'on a ici, c'est une représentation de notre charge sur la structure, ainsi que les charges ponctuelles externes, ainsi que les réactions d'appui. Et ça ici, c'est associé avec un diagramme d'effort interne qui est représenté en dessous. Donc, ici, regardons comment est-ce qu'on peut venir explicitement quantifier la relation entre P de x, ma charge, et V de x, mon effort tranchant. Donc, pour faire ça, on va prendre un élément dans cette poutre-là, donc un élément de longueur delta x, donc un élément de longueur infinitésimale. Okay? Donc, j'ai ma charge répartie, représentée. Sur le côté gauche de ma coupe, si je fais un diagramme de corps libre pour cette petite tranche infinitésimalement épaisse, bien, je vais avoir un effort tranchant V ici vers la droite, V plus dV vers à gauche et à droite ici, V plus dV. Donc, un dV qui va être un changement de mon effort tranchant V sur ma longueur dx. À gauche, je vais avoir une force F, donc un effort axial. À droite, je vais avoir F plus dF, un autre effort axial, où le dF, c'est le changement de force entre le côté gauche et le côté droit de ma membrure. Je vais avoir M, un moment positif du côté gauche, M plus dm du côté droit. Okay? Ou dm, encore une fois, c'est le changement de moment fléchissant entre le côté gauche et le côté droit de ma membrure. Parfait. Donc, faisons ici, tout d'abord, une sommation des forces en Y. Parce qu'ici, on veut mettre en relation les charges appliquées ainsi que les efforts tranchants. Donc, positif vers le haut, ça doit être égal à 0. Donc, je vais avoir du côté gauche V plus mon P de x, ma charge répartie, je vais multiplier par une longueur de façon à avoir une force. Donc, P de x fois une longueur d'application dx, moins ce que je vais avoir du côté droit, donc V plus dV. Donc, mon effort tranchant du côté droit. Donc, ça ici, ce sont tous les efforts verticaux qui sont en jeu. Donc, ça veut dire quoi? À partir de cette équation-là, je peux venir reformuler qu'ici, je vais avoir V moins V, donc il me reste juste P de x dx moins dV. Donc, ça veut dire que ça me permet de reformuler P de x, ma charge ici répartie, est par définition égale à dV dx, le taux de changement de l'effort tranchant par unité de longueur. Donc, ça me permet aussi de réorganiser cette équation-là en disant V de x,
Donc, si j'envoie le dx de l'autre côté, ça va être égal à l'intégrale de px dx plus C1, une certaine constante d'intégration, de façon à déterminer quel était mon effort tranchant à l'origine. Donc, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que l'effort tranchant est par définition égal à l'intégrale de ma charge appliquée P de x. Et à l'inverse, ma charge appliquée, c'est la dérivée de mon effort tranchant. Donc, les deux sont toujours intrinsèquement liés. Un est l'intégrale de l'autre, l'autre est la dérivée du premier. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut venir étendre cette même relation-là de façon à venir définir la relation entre mon effort tranchant et mon moment fléchissant? Donc ici, ce qu'on peut voir, on a encore exactement le même élément, mais cette fois-ci, plutôt que faire mon équilibre par rapport aux forces en Y, donc l'axe vertical, je vais venir faire une sommation des moments. Donc si je fais une sommation des moments par rapport au point A ici, qui est mon coin en bas à droite. Donc, qu'est-ce que je vais avoir par rapport à ça? Je vais avoir ici mon premier moment qui est dans une direction anti-horaire, horaire donc négative, plus mon moment à droite, donc je vais avoir M plus dm qui agit dans la direction anti-horaire donc positive, plus ma force V plus dV n'agit pas parce qu'elle n'a aucun bras de levier par rapport à A, mais j'ai par contre mon effort V qui agit avec un bras de levier de dx. Donc, je vais avoir plus V fois dx, rotation anti-horaire donc positive, et finalement, je vais avoir mon P de x qui a un bras de levier de dx sur 2. Donc, P de x fois dx, ça va être ma force à mi-distance, fois mon bras de levier de dx sur 2. Et ici, ce qu'on va faire comme hypothèse, c'est comme ma tranche est infinitésimalement petite, ce dx carré est à peu près égal à 0. Ça va être beaucoup plus petit que dx, donc on peut négliger ce terme-là. Ce que ça va nous laisser comme terme dans notre équation, c'est dm est égal à v dx. Donc, ça veut dire quoi? On peut dire que mon effort tranchant, ça va être la dérivée du moment par rapport à la position. Et à l'inverse, je peux dire que mon moment est par définition égal à l'intégrale de mon effort tranchant par rapport à dx plus C2, une constante d'intégration de façon à définir quel était mon moment à l'origine. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on voyait que, par exemple, P de x est constant. Donc, P de x est constant. Si on vient intégrer quelque chose de constant par rapport à la position x, on va obtenir quelque chose de linéaire. Donc, si j'intègre une constante, j'obtiens x. Okay? Et on voit que mon diagramme ici est linéaire. Si j'intègre quelque chose qui est proportionnel à x, je vais obtenir quelque chose qui est en x carré. Donc, on voit ici mon diagramme qui représente une parabole. Okay? Même chose si je prends le chemin inverse. J'ai ici mon diagramme qui est une parabole, qui est proportionnelle à x carré. Je dérive quelque chose qui est proportionnel à x carré. Je vais obtenir quelque chose qui est proportionnel à x. Je dérive quelque chose qui est proportionnel à x. Je vais obtenir une constante. Donc, on voit que bel et bien, tous nos diagrammes, soit de charge externe P de x, V de x et M de x, sont liés entre eux par rapport à l'intégrale de l'un par rapport à l'autre. OK? Donc, faisons un premier exemple où on veut utiliser cette formulation analytique en passant de la charge répartie vers l'effort tranchant vers le moment fléchissant, de façon à décrire quel va être mes diagrammes d'effort interne pour la poutre suivante. Donc, c'est une poutre de longueur L, donc on va faire ça de façon très générique. J'ai au point A un appui rotulé fixe, et au point B un appui à rouleau. Et j'ai une charge répartie de magnitude W. Ça, c'est la charge linéaire, donc par exemple en kilonewton par mètre. Parfait. Donc, plan pour la résolution. Première étape, je vais venir calculer mes réactions d'appui. Et ça, vous allez voir, c'est un cas qui est particulièrement intéressant parce que lorsque vous allez avancer dans vos cours, cette poutre simplement appuyée sous charge répartie, elle revient hyper souvent parce qu'elle représente par exemple des charges de plancher qui sont soumises à un effort réparti. C'est un type de diagramme d'effort qui est hyper commun. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut développer toutes ces quantités par rapport à cette référence que vous allez utiliser à répétition au cours des prochaines années. Donc, une fois qu'on a trouvé nos réactions d'appui, on va formuler P de x, donc la charge en fonction de la position x. Ensuite, on va obtenir notre effort tranchant en faisant l'intégrale de P de x. Ensuite, on va obtenir notre moment fléchissant en faisant l'intégrale de V de x. Donc, première étape, réaction d'appui. Donc,
réactions en A, donc sont déjà indiquées, mais comment est-ce qu'on a trouvé ce WL sur 2? Donc, on a une charge ici de W. Donc, W fois L, ça va représenter la charge équivalente. Et je sais que comme c'est une charge symétrique, celle-ci va agir à mi-distance. OK, j'ai la moitié qui va aller à gauche, la moitié qui va à la droite. Donc, WL sur 2, WL sur 2. Donc, ici, comme on l'a dit, RL égale à RB parce que j'ai un système qui est symétrique. Donc, WL sur 2. Au point A et au point B, comme ce sont des appuis qui sont rotulés, j'ai aucun moment qui seront développés. Parfait. Deuxième étape, c'est le temps de formuler une équation analytique pour P de x. Donc, P de x ici, c'est constant sur toute la position, donc ça va être simplement moins W. Donc, c'est indépendant de x. Et ça, c'est valide pour x qui va de 0 à L, la longueur totale de ma poutre. Ensuite, troisième étape, je vais obtenir mon V de x, mon effort tranchant, en fonction de la position x, comme étant l'intégrale de ce que j'ai déterminé ici comme étant mon P de x. Et je vais devoir trouver une certaine constante d'intégration. Donc, V de x, c'est l'intégrale de P de x dx plus C1. Donc, mon P de x, ça veut dire c'est W. Et j'intègre ça par rapport à x. Donc, l'intégrale d'une constante par rapport à x, ça va me donner x. OK? Donc, ça veut dire moins Wx plus C1. Donc, ça ici, c'est l'expression analytique pour mon V de x. Mais il me reste encore à trouver mon C1. Comment est-ce que je vais la trouver? En fait, je vais utiliser les conditions d'appui que je connais. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ici, mon RA-RB. Donc, je sais que RA, c'est égal à WL sur 2. Donc, je sais que ma réaction ici, c'est ça. Donc, WL sur 2, ça doit être égal à mon V0, mon effort tranchant à l'appui. OK? Donc, je connais mon V0, ça va être WL sur 2. Donc, W fois le X, parce que j'évalue à 0. Donc, W fois 0, ça devrait être égal à C1. Ça me permet d'isoler C1, qui devrait être égal à WL sur 2. Donc, toujours, ces constantes-là que vous avez dans vos équations, vous pouvez les trouver en utilisant les connaissances que vous avez déjà par rapport aux conditions aux appuis. Donc, si on vient résumer tout ça, mon V de x, ça va être quoi? Moins Wx plus C1, c'est-à-dire moins Wx plus WL sur 2. Et ça, en fait, ici, il s'agit de l'expression analytique de mon effort tranchant en tout point x sur ma poutre. Donc ici, si on vient tracer ça sur un diagramme, donc c'est un diagramme qui représente toutes les coordonnées possibles x de la partie gauche à la partie droite. Donc ici, on a à l'appui gauche WL sur 2, parce que lorsque x est égal à 0, j'ai WL sur 2. À la partie droite, je vais avoir moins WL sur 2. Et on sait... Oh, pardon. Donc ici, on sait que j'aurai mon effort tranchant nul, ici à mi-portée. Okay? Parce que comme je suis symétrique, ici j'ai plus WL sur 2, moins WL sur 2, je vais croiser mon 0 ici à L sur 2. Parfait. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse d'identifier l'effort tranchant nul? Okay? Donc ce qu'il faut voir ici, à chaque fois que vous avez un effort tranchant nul, vous allez avoir un point d'intérêt parce que ça va correspondre à un point où le moment fléchissant est maximum. Okay? De façon générique, vous avez vu dans vos cours de calcul que le maximum d'une fonction correspond au point où la dérivée est égale à 0. Et ce qu'on a vu ici ensemble, c'est que l'effort tranchant, ça va être la dérivée du moment fléchissant. Donc, c'est donc dire, mon moment fléchissant est maximum, où est-ce que sa dérivée est égale à 0. Et la dérivée du moment fléchissant, c'est l'effort tranchant. Donc, à chaque fois que vous allez avoir ici un effort tranchant nul, ça va correspondre à un moment fléchissant qui va être maximum. Okay? Quand je dis maximum, ça va être maximum en magnitude, c'est-à-dire ça pourrait être le moment positif maximum ou un moment négatif minimum. Okay? Donc ici, maximum, c'est maximum en magnitude. Parfait. Donc, prochaine étape, on va regarder comment est-ce qu'on peut exprimer l'équation de moment fléchissant en intégrant notre effort tranchant. Donc, c'est-à-dire, on va intégrer notre V de x et on va avoir une nouvelle constante à identifier. Donc, on avait dit V de x, c'est moins Wx plus VL sur 2, WL sur 2. Donc, si je viens intégrer ça par rapport à x, je vais obtenir moins Wx carré, puisqu'il y a un terme en x qui va devenir x carré sur 2, plus WLX sur 2. Il me reste mon C2 identifié.
Donc, comme on l'avait dit précédemment, on va encore une fois utiliser nos quantités qui sont connues par rapport aux réactions d'appui, ou nos conditions frontières, de façon à venir identifier nos constantes inconnues. Donc, dans le cas ici, on savait que de part et d'autre de notre poutre, les moments fléchissants sont nuls parce que ce sont des appuis qui sont rotulés. Donc, je vais utiliser par exemple ici mon moment au point A qui doit être égal à 0. Donc, je sais que mon m à x égale 0 est 0. Donc, je viens remplacer ici en remplaçant x par 0. Donc, w fois 0, ça fait 0. wl fois 0, ça fait 0. Il me reste C2. Donc, C2 est égal à 0 dans mon cas ici. Donc, ça me permet d'exprimer mon m de x de façon analytique comme étant wx carré plus wlx sur 2. Donc, ici, on avait déterminé précédemment que mon effort tranchant était nul à L sur 2. Donc, je vais venir évaluer mon moment à L sur 2 parce que je sais que c'est là que je vais avoir mon moment qui est maximal. Donc ici, mon moment à L sur 2, ça va me donner WL sur 2 au carré sur 2, moins WL carré sur 2, ça me donne WL carré sur 8. Et si je viens représenter ces quantités-là graphiquement, donc j'ai maintenant mon axe qui représente encore une fois la position. L'axe vertical, ça va être le moment fléchissant en fonction de la position. On avait dit que c'était nul au point A et au point B. Et à une distance L sur 2, j'ai mon moment de WL carré sur 8. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, ce diagramme d'effort pour une poutre simplement appuyée avec charge répartie va revenir encore et encore dans tous vos cours de structure parce que c'est une configuration qui est très souvent utilisée, notamment pour le calcul des ponts ou des bâtiments. Donc, rappelez-vous, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre cursus, ce WL carré sur 8 comme étant le moment fléchissant à mi-portée pour une poutre simplement appuyée avec charge répartie, vous allez le connaître par cœur. OK? Et ça, ce qu'on a vu ensemble, c'est comment est-ce qu'on a obtenu cette quantité-là. Et on pourrait obtenir cette quantité-là non seulement pour cette configuration-là, mais pour n'importe quelle configuration. OK? Donc, cette méthode de calcul pour les efforts internes par formulation analytique, c'est applicable dans tous les cas, donc c'est une méthode qui est générique. C'est pratique afin de déterminer les diagrammes d'effort pour des cas de base qui sont classiques, donc par exemple comme ici une charge uniformément répartie. Par contre, lorsqu'il va y avoir des discontinuités ou des fois des charges ponctuelles, c'est une application qui peut devenir fastidieuse de façon à, parce que dans notre formulation pour notre charge Px, il va y avoir des discontinuités. Donc, c'est plus compliqué à appliquer, mais c'est toujours applicable. Donc, deuxième méthode qu'on va voir de façon à venir représenter nos efforts internes, ou plutôt pour venir quantifier nos efforts internes, ça va être la méthode d'équilibre. Donc, la première étape de cette méthode d'équilibre-là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir calculer nos réactions d'appui à partir de nos équations d'équilibre, c'est-à-dire sommation des forces, sommation des moments est égale à 0. Ensuite, on va venir identifier quelles sont les sections clés. Donc, les sections clés ici, ça va être les extrémités de nos membrures, x égale à 0, x égale à L. Les endroits où on aura un moment max, c'est-à-dire notre V est égal à 0. Et les endroits où on a des charges concentrées. Donc, ça va comprendre toutes les sections clés auxquelles on doit faire des calculs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire des coupes, des diagrammes de corps libre pour toutes ces sections clés, de façon à venir calculer les efforts internes, N, V et M. Donc, et finalement, une fois qu'on aura trouvé quelles sont les valeurs à chacun de ces points-là, en fonction des valeurs de P de x et V de x, je vais pouvoir déterminer la forme des diagrammes qui sont formés entre les coupes. Donc, regardons un exemple appliqué pour ça. Donc, j'ai une poutre simplement appuyée à l'appui A et l'appui B. Donc, j'ai une charge répartie ici d'une longueur de 0,3 m. La magnitude est de 7 kN par mètre. J'ai une charge concentrée ici au point D de 2 kN et un couple concentré de 0,2 kN/m. On a déjà calculé ici pour nous les réactions d'appui, 2,33 kN en A, 1,77 kN en B. Donc, le plan, la première étape, ça aurait été de calculer les réactions d'appui. Donc, on l'a déjà fait. Deuxième étape, ça va être d'identifier quelles sont nos sections clés pour la structure ici. Une fois qu'on aura trouvé cette section clé, on va faire des diagrammes de corps libre pour chacune de ces sections clés, de façon à venir calculer quels sont les efforts internes. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir tracer les diagrammes pour V de x et M de x. Ici, il n'y a pas de N de x d'effort interne axial,
puisqu'il n'y a aucune réaction horizontale sur notre structure. Donc, première étape, quelles sont les sections clés? Donc ici, on va s'intéresser à la section x est égal à 0, l'extrémité, x égale à 0,8, l'autre extrémité, au point d'application C à 0,3 m et au point d'application de force D à 0,45 m, c'est-à-dire 0,3 plus 0,15. OK, maintenant que j'ai toutes mes sections clés, je vais commencer à faire des diagrammes de corps libre pour toutes les coupes qui sont ici. Donc, tout d'abord, je vais commencer à x égale à 0, OK, au point ici. Donc, si je prends de façon infinitésimale, juste le point d'application de ma réaction d'appui, 2,33 kN. Donc, je vais venir représenter mon effort tranchant, mon moment fléchissant, pour une coupe qui serait infinitésimalement petite. OK? Donc, mon V de 0 à l'appui, mais de façon à équilibrer mon 2,33 kN, ça devrait être 2,33 kN également. Donc, rappelez-vous ici, nos efforts internes inconnus, on va les poser comme étant positifs. OK? Je fais une coupe à droite, donc moment effort tranchant vers le bas et moment fléchissant vers le haut. Donc, c'est ce que j'ai ici. Parfait. Et mon M de 0, comme mon bras de levier delta X tend vers 0, mais ça va être 0 également. Parfait. Donc, à x égale à 0,3, qui correspond au point C ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon point A, j'ai mon point C, OK? J'ai ma réaction d'appui de 2,33 kN, j'ai ma charge répartie de 7 kN par mètre, donc ici, je peux la remplacer par une charge équivalente, 7 kN par mètre fois une longueur de 0,3 m, ça me donne 2,1 kN, qui va agir à 0,15 m du point C, donc à mi-longueur. J'ai mes efforts internes qui sont encore inconnus, donc posés comme positifs. V de x, M de x pour x égale à 0,3. Donc, je commence par une sommation des forces en y de façon à trouver mon V de x. Je vais avoir mon 2,33 moins 2,1 moins mon V de x à 0,3. C'est-à-dire mon V de x à 0,3 va être égal à 0,23 kN. Maintenant, je vais faire une sommation des moments. Donc, sommation des moments par rapport au point C de façon à venir identifier M de 0,3. Donc, je vais avoir mon 2,33 kN fois un bras de levier de 0,3 m. Ça va être négatif parce qu'il y a rotation horaire. Plus 2,1 fois 0,15 m. Positif parce qu'il y a rotation anti-horaire. Plus mon M de 0,3 qui est positif puisqu'il y a anti-horaire. Donc, mon M de 0,3, ça me donne 0,384 kN/m. Parfait. Maintenant, je vais faire ma coupe ici au point D. Mais au point D, comme j'ai une charge ponctuelle, autant pour l'effort tranchant que le moment fléchissant, je vais devoir faire une coupe à gauche et à droite de cette continuité. OK? Donc, je vais commencer en faisant mon x 0,45 plus, c'est-à-dire du côté droit de mes charges ponctuelles. Donc, ici, mon n 0,45 plus, je vais présenter mon segment D+, c'est-à-dire à droite de mes efforts. Donc, je vais avoir mon D+, je vais avoir mon point B qui est ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma réaction d'appui de 1,77 kN et je vais avoir mes efforts internes qui ici sont dans la direction opposée par rapport à ce que j'avais à l'inverse parce que maintenant, je conserve ma partie droite de ma coupe. Donc, je vais me faire une sommation des forces en Y de façon à venir calculer mon effort tranchant. Donc, qu'est-ce que j'ai ici en jeu? Je vais avoir mon 1,77, ma réaction d'appui et simplement mon effort tranchant du côté droit de ma coupe, c'est-à-dire 0,45 plus. Donc, mon V à 0,45 m du côté droit, ça va être moins 1,77 kN. Parfait. Je vais maintenant me faire une sommation des moments. Donc, sommation des moments par rapport au point D+, je vais avoir 1,77 fois un bras de levier ici de 0,35 m, moins mon moment fléchissant qui agit dans la direction positive à 0,45 plus. Donc, mon moment à une coordonnée de 0,45 m, ça va être de 0,62 kN/m. Donc là, on a déterminé quels sont les efforts internes à droite de mes deux charges concentrées. Par contre, ici, je vais avoir un saut dans mon moment fléchissant et un saut dans mon effort tranchant au droit de ces efforts concentrés. Donc, je vais maintenant calculer pour x égale à 0,45 moins, juste à gauche de ma discontinuité ici. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai encore mon point B, mais ici, j'ai mon point. Ici, ça ne devrait pas être D+, ça devrait être D-, petite coquille. Donc, D- ici. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est la même géométrie, excepté que je viens inclure mes forces externes, c'est-à-dire ma charge ponctuelle de 2 kN, mon moment concentré de 0,2 kN/m.
Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je représente mes efforts internes inconnus comme étant positifs. Sommation des forces en Y, j'ai ma réaction d'appui 1,77 kN, moins ma charge concentrée de 2 kN, plus mon V 0,45 moins. Donc, mon V.45 moins, ça va être 0,23 N. Donc, on voit qu'à droite de ma charge concentrée, j'avais moins 1,77. À gauche, j'ai 0,23. Le delta entre les deux, c'est ma charge concentrée de 2 kN. Donc, on voit que dès qu'on a soit une force ponctuelle, donc j'aurai un saut dans mon diagramme d'effort tranchant, dès que j'ai un moment ponctuel, donc comme représenté ici, j'aurai un saut dans mon diagramme de moment fléchissant. C'est ce qu'on va voir ici. Sommation des moments par rapport à mon D-. Donc, je vais avoir le 1,77 fois un bras de levier de 0,35, moins 0,2 kN, ma charge concentrée, moins mon moment à M.0,45 moins. Ça me permet d'évaluer 0,42 kN à gauche de ma coupe. Donc, on voit qu'on a un saut parce qu'on passe de 0,62 à 0,42. Ce saut-là, c'est ma charge concentrée, plutôt mon moment concentré de 0,2 kN. Parfait. Mon dernier point, ça va être à x égale à 0,8 m, c'est-à-dire à la partie droite ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? Mon moment devrait être égal à 0 parce que je sais que j'ai un appui rotulé, donc j'ai aucun moment. Mon effort tranchant juste à gauche de ma coupe, c'est-à-dire juste à gauche avant l'application de ma charge concentrée, ça devrait être l'inverse de ma réaction d'appui, donc ici moins 1,77 kN. Mon moment après l'application de ma charge, ben, ça va être également 0 également. Donc, pas de différence ici. Si on vient tracer ces efforts-là sur mes diagrammes, donc c'est ce qui nous intéresse à la fin, tracer les diagrammes pour V de x et M de x. Donc, j'ai mon diagramme pour toutes les coordonnées. J'ai mes points ici A, C, D et B. Donc, on avait déterminé qu'ici, on avait une réaction d'appui de 2,33 kN et on va avoir une diminution linéaire de mon effort tranchant jusqu'à une valeur de 0,23. Ici, j'aurai constante les deux. Donc, pourquoi est-ce qu'on a cette forme-là? Parce qu'ici, on a une force P de x, ou plutôt une force répartie, qui est constante. Donc, quelque chose de constant va conduire à un diagramme d'effort tranchant qui est linéaire. Okay? Ensuite, j'ai rien entre les points C et D. Donc, si j'ai rien, ça veut dire que mon effort tranchant va être constant. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai une valeur de 0,23. On a un saut. Ce saut-là, ça correspond à la charge ou la force concentrée de 2 kN. J'ai un saut de 2 kN. Et je suis constant entre D et B, puisque j'ai rien, je n'ai pas d'effort tranchant, je n'ai pas d'effort réparti, je n'ai pas de force répartie ou d'effort ponctuel. Et ensuite, le moins 1,77, c'est ma réaction d'appui qui est reprise ici. Parfait. Donc, pour mon moment infléchissant, donc qu'est-ce que j'ai? Si j'ai quelque chose qui est linéaire ici, je vais avoir quelque chose qui est proportionnel à x carré, qui est quadratique. Okay? Parce que ça ici, ça représente l'intégrale de mon effort tranchant qui est linéaire. Donc, c'était 0 à l'origine. Je vais obtenir une valeur ici de 0,384. Entre les deux, j'avais calculé ici que j'aurais 0,42. Je vais avoir un saut causé par ma charge, ou plutôt mon moment ponctuel, qui est ici de 0,2. Donc, j'arrive à 0,62. Et ici, j'ai quelque chose de constant. Donc, je vais avoir ici quelque chose de linéaire qui va jusqu'à 0 au niveau de l'appui. OK, donc en résumé, cette deuxième méthode qui utilise les relations, les coupes et l'équilibre à chacune de ces sections-là est applicable encore une fois dans tous les cas. C'est une méthode qui va être super pratique pour les cas simples parce qu'on va pouvoir faire juste quelques coupes ponctuelles dans notre structure et avoir tous les efforts internes. Par contre, quand on a des cas qui sont plus complexes, qui impliquent plusieurs charges, plusieurs discontinuités, ça peut impliquer plusieurs calculs répétitifs qui vont être redondants. Donc, c'est une méthode qui est plutôt utile de façon à venir vérifier si les calculs qui ont été faits avec des méthodes qui sont plus rapides ou même avec vos logiciels de calcul sont bonnes. Parce qu'on peut venir de façon ponctuelle isoler n'importe quel point sur notre structure et vérifier quels vont être nos efforts internes. Donc, ça peut toujours être une bonne pratique de façon, comme je vous disais, toujours vérifier vos résultats, toujours appliquer votre jugement critique et ici de venir vérifier est-ce que les calculs que j'ai obtenus à l'aide de l'ordinateur sont bel et bien bons. Donc ici, il faut garder en tête, l'ordinateur ne se trompe jamais dans ses calculs. Par contre, ça aurait pu arriver que vous avez mal entré vos charges, vous auriez mal entré votre géométrie, vous auriez mal entré la configuration de votre structure. Donc, dans ces cas-là, vous allez avoir une erreur dans vos efforts internes et en venant vérifier à certains points ponctuels quels sont les résultats obtenus, vous allez pouvoir filtrer, vous allez pouvoir
retirer ces erreurs, non pas que l'ordinateur a fait, mais plutôt que vous avez fait en entrant la représentation de la structure ou de ses charges dans l'ordinateur. OK, donc regardons maintenant la troisième méthode, qui est une méthode un peu plus rapide, qui va paraître un peu plus complexe au départ, mais vous allez voir, c'est la méthode la plus efficace de façon à venir rapidement tracer des diagrammes d'efforts complets sur les membrures. Donc ici, on va regarder avec la méthode graphique, qu'est-ce qu'on a? On a un élément de poutre, donc où j'ai une position x arbitraire, j'ai au côté gauche une coordonnée x1, au côté droit une coordonnée x2. Donc je vais avoir l'effort tranchant V1, le moment fléchissant M1 du côté gauche, l'effort tranchant V2, le moment M2 du côté droit. Et j'ai une charge répartie quelconque ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que mon V de x, mon effort tranchant à n'importe quelle position x dans cet élément-là, ça va être égal à V1, mon effort tranchant du côté gauche, plus l'intégrale de P de x dx. OK? Donc ici, on sait qu'automatiquement, ce qu'on avait dans notre méthode analytique, notre constante d'intégration, ça devient notre V1 qu'on aura déjà calculé ici. Je peux faire la même chose pour m de x. Le moment fléchissant à n'importe quel point x va être égal à m1, mon moment du côté gauche, plus l'intégrale de v de x que j'aurais trouvé ici, dx. OK? De x1 à x2. Parfait. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est que si ma charge appliquée est nulle, donc ma charge appliquée est nulle, je fais l'intégrale de quelque chose qui est égal à 0, ça va me donner une constante. C'est-à-dire mon V de x, mon effort tranchant, est constant si ma charge appliquée est nulle. Si mon effort tranchant est constant, c'est-à-dire mon moment fléchissant va être linéaire. Donc, de façon analogue, si ma charge appliquée était constante, mon effort tranchant qui est l'intégrale va être linéaire, mon moment fléchissant va être quadratique. Si ma charge appliquée était linéaire, mon effort tranchant va être quadratique, mon moment fléchissant va être cubique. Okay? On a toujours cette relation entre les dérivées et les intégrales de chacune de ces quantités. Donc, la méthode générale pour appliquer cette méthode de calcul graphique, ça va être, comme à l'habitude, calculons nos réactions d'appui à l'aide de nos équations d'équilibre, sommation des forces en Y, sommation des moments. On va ensuite identifier les sections clés et on va venir calculer et dessiner V de x à partir de P de x. Okay? Donc, on regarde quel va être notre diagramme pour les charges et ensuite, à partir de ce diagramme-là, on vient calculer V de x. Une fois qu'on a V de x, on regarde notre diagramme de V de x et à partir de celui-ci, on va venir dessiner et calculer M de x. Donc, regardons ça sur un cas d'application. On a cette poutre simplement appuyée. On a un appui fixe au point B, mais un appui rotulé. On a un appui rouleau au point C, c'est-à-dire réaction verticale ici, réaction verticale ici. Aucun moment ni au point B, au point C. Et j'ai une partie ici en porte-à-faux où j'ai une charge ponctuelle de 16 kN. J'ai une charge répartie ici de 6 kN/m. Donc, ma première étape ici pour mon plan de résolution, c'est de calculer mes réactions d'appui. Ils sont déjà donnés, 36 kN à gauche et 16 kN à droite. Donc, réactions d'appui sont déjà disponibles, parfait. Ensuite, identifier quelles sont les sections clés. Où est-ce que je vais devoir faire des calculs explicites de façon à venir tracer le diagramme complet. Ensuite, on va venir calculer V de x à partir de la relation que mon V de x va être égal à mon V de x calculé précédemment, plus l'intégrale de ma charge répartie. Ensuite, on va dire que mon M de x, ça va être le M de x calculé précédemment, plus l'intégrale de mon V de x. Donc, on va voir, ça paraît un peu complexe, mais on va voir, c'est la méthode la plus simple qu'on peut utiliser. Donc ici, et du moins la plus efficace. Donc, au terme des sections clés, quelles sont les sections qui vont nous intéresser? On va voir l'origine à x égale à 0 correspond à mon point A. J'aurai mon point B à x égale à 0,75. J'aurai mon point C qui représente l'autre extrémité de ma poutre. Et j'aurai également le point où j'aurai un V de x est égal à 0. Donc, je sais ici que si j'ai un V de x qui est égal à 36 kN, et j'ai une charge de moins 6 kN/m. Donc, je devrais avoir quelque part entre le segment B et C mon diagramme d'effort tranchant qui croise une valeur de 0. Et je suis intéressé à ce point-là parce que je sais que lorsque V de x est égal à 0, j'aurai mon moment max. Okay? Donc, moi, je suis intéressé parce que mon moment max, on va le voir plus tard, va correspondre à mon endroit où j'ai mes efforts maximaux. Donc, je vais avoir mes contraintes maximales. Donc, on commence
avec V de x. Donc, ici, je vais regarder ma section x0 moins. OK? X0 moins, ça veut dire juste avant le point d'application de ma charge. Ça voudrait dire quoi? Donc, imaginons que j'ai ma poutre comme celle-ci. Donc, et j'ai ma charge qui s'applique. Imaginons que j'ai un petit delta x infinitésimalement petit, juste à gauche de l'application de ma charge. Donc, ici, ça veut dire V de 0, ça va être 0 kN parce que j'ai rien. C'est comme un bar libre. Donc, 0 plus, ça va être quoi? Ça va être V de 0 moins. On avait déjà dit c'est 0 kN moins 16 kN, c'est-à-dire la charge concentrée. Donc, ça me donne moins 16 kN. C'est ce que je représente ici sur mon diagramme de V de x. Donc là, maintenant, je suis rendu à 0,75 mètres moins, c'est-à-dire juste avant l'application de ma charge répartie ou de ma charge ponctuelle, donc ma réaction d'appui. Pardonnez-moi. OK. Donc 0,75 moins, qu'est-ce que ça va être? Ça va être mon V0 plus, c'est-à-dire mon 16 kN, plus ici 0 kN, parce que je suis juste à gauche du point d'application de ma charge. Ça veut dire quoi? Je vais également avoir moins 16 kN. Donc mon segment entre A et B pour mon effort tranchant va être constant, égal à moins 16 kN. Qu'est-ce qui se produit ici? J'ai l'application d'une charge concentrée. Donc, j'aurai une discontinuité dans mon diagramme à 0,75 plus, juste à droite de ma coupe, après mes charges concentrées. Je vais avoir V de 0,75 moins que j'aurais calculé ici, c'est-à-dire mon moins 16, plus ma charge ponctuelle de 0,75 à 0,75 mètres. C'est-à-dire, je vais avoir moins 16 plus 36 kN. Ça va m'amener à plus 20 kN. Donc, mon saut ici dans mon diagramme d'effort tranchant représente un saut de 36 kN, qui est ma réaction d'appui. Donc, dès que vous avez des charges ponctuelles, vous allez avoir des sauts dans votre diagramme d'effort tranchant. Vous devez calculer de part et d'autre de la coupe. Ensuite, je vais calculer à 6,75 moins, donc juste avant l'application de ma charge concentrée. Donc, je vais avoir V de 0,75 plus, donc c'est-à-dire ici mon 20 kN, plus l'intégrale de mon P de x ici, ma charge répartie, de x égale à 0,75 jusqu'à 6,75. Donc, ça veut dire que je vais avoir mon 20 kN moins, ici, je vais avoir 6 kN par mètre, c'est-à-dire moins 6 fois 6 mètres. Ça, c'est l'intégrale sur toute ma longueur ici. Ça va me donner moins 16 kN. OK? Donc, si on regarde x égale à 0,75 plus, juste à droite ici, bien, ici, ce qu'on va voir, c'est que mon moins 16 kN va être exactement équilibré par mon 16 kN, ce qui me ramène à 0. Donc, on peut le calculer explicitement ou l'éviter, mais ici, ce qu'on va voir, c'est que si vous ne vous êtes pas trompé dans votre diagramme de calcul, au niveau des appuis ici, la valeur que vous allez obtenir d'effort tranchant va toujours être compensée par la réaction d'appui. Donc, c'est le cas ici, c'est le signe qu'on ne s'est pas trompé. Parfait. Donc, dernière étape, c'est de trouver où est-ce que j'ai ici mon effort tranchant qui est nul. Donc, je cherche ma position x ici, parce que je connais la valeur, v de x égale à 0. Donc, je peux exprimer l'équation pour ici cette droite. Donc, je sais qu'à l'origine, j'ai 20 kN et la pente de cette droite-là, c'est 6 kN/m. Donc, ça me permet de dire que v de x, c'est 20 kN moins 6 kN fois x. OK? Et ça, c'est pour un x qui est égal à 0 ici. Donc, x égale 0 à quel... et je sais que ce v de x est égal à 0. Donc, ça veut dire que mon x, ici, où j'ai mon effort tranchant nul, va être égal à 3,33 mètres. Ce n'est pas par rapport à l'origine, c'est par rapport au point B, parce que c'est par rapport à ce point B que j'ai exprimé ma droite ici. OK, donc j'ai mon point ici, où je m'attends à avoir mon moment fléchissant qui est maximal. Donc, prochaine étape, on va venir calculer notre m de x comme étant, encore une fois, le m de x sur la coupe précédente qu'on avait fait, plus l'intégrale de mon effort tranchant. Donc ici, pour x est égal à 0, mais je sais que j'ai une rotule ici. Donc, je n'ai pas de rotule, en fait, j'ai un bord libre, donc je n'ai aucun moment fléchissant. Ensuite, à x est égal à 0,75 ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon m0 plus l'intégrale de mon effort tranchant. Donc, l'intégrale de mon effort tranchant entre 0 et x égale à 0,75. C'est-à-dire l'aire sous la courbe de mon segment ici. Donc, j'ai une longueur de 0,75 mètres,
j'ai une hauteur de 16 mètres, une forme rectangulaire, base fois hauteur. Donc, moins 16 fois 0,75. Donc, ici, ça va me donner 0 kN, qui était mon M0, plus moins 16 kN fois 0,75 mètres, ça va me donner moins 12 kN mètre. Parfait. Donc, maintenant, je vais calculer à mon position où j'ai mon effort tranchant nul, parce que je sais que je vais avoir mon moment max. Et ici, on peut voir aussi, par exemple, on peut déjà tracer notre moment fléchissant. Donc, j'avais 0 ici, et je viens de calculer mon moins 12 kN mètre. J'ai quelque chose ici qui est constant, donc je sais que je vais avoir quelque chose ici qui est linéaire. Ici, j'avais quelque chose de constant, parce qu'ici, je n'avais pas de variation. Donc, constant me donne quelque chose, 0 me donne quelque chose de constant me donne quelque chose de linéaire. Parfait. Donc, maintenant, je cherche à mon point ici. Donc, je vais avoir mon M à 0,75, que j'ai calculé, mon moins 12 kN, plus l'intégrale de V de x. Donc, l'intégrale de V de x ici, c'est l'intégrale sur ce triangle-là. Donc, c'est-à-dire base, 3,33 mètres, fois hauteur, 20, divisé par 2 parce que j'ai un triangle. Donc, ici, je vais avoir moins 12 kN, mon M 0,75 qu'on a calculé ici, plus 20 kN ma hauteur, fois ma base 3,33 sur 2, ça me donne 21,33. Donc, je sais que ma valeur ici de moment pour mon point D, ça va être 21,33 kN. Parfait. Donc, je cherche mon dernier point à x égale à 6,75. Donc, je sais déjà qu'ici, comme je n'ai pas de moments qui peuvent être repris par mon appui, ça va être 0. On va vérifier si on tombe bien sur nos pieds ici avec nos calculs. Donc, je vais avoir mon moment à x égale à 4,08, c'est-à-dire au point ici, plus l'intégrale de mon effort tranchant, c'est-à-dire ici, le complément, donc 6 mètres moins 3,33, c'est-à-dire ma base ici, fois une hauteur de moins 16, divisé par 2 parce que j'ai un triangle. Donc, 21,33, ce que j'avais à mon M de 4,08 que j'avais calculé, moins 16 kN, fois une longueur de 6 moins 3,33, c'est-à-dire 2,67 mètres sur 2, ça me donne bel et bien 0. C'est le résultat auquel je m'attendais. Donc ici, j'avais quelque chose de linéaire parce que j'avais un effort tranchant constant. J'ai un effort tranchant linéaire, donc je vais avoir ici un moment fléchissant qui est quadratique. Parfait. Donc ici, comment est-ce qu'on a pu trouver la courbure? Mais je savais que j'ai 21,33, j'ai moins 12, j'ai 0. Je peux simplement relier les 3 points. Et j'indique que je suis proportionnel à x carré parce qu'ici, je sais que j'aurai un profil quadratique. Parfait, voilà ce qu'on peut calculer les diagrammes d'effort tranchant. Et vous allez voir, cette méthode graphique qui consiste toujours à calculer de façon récursive mon effort tranchant, mon moment fléchissant, c'est celle qui permet, si on a tracé tous les points sur notre diagramme, qui va être la plus efficace. Donc, en résumé, c'est applicable dans tous les cas. La méthode la plus simple, la plus pratique pour le calcul manuel des diagrammes d'effort. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut venir généraliser ce qu'on a vu, mais cette fois-ci dans les cadres. Donc, les cadres, c'est quoi? C'est un assemblage comme celui-ci, où on a non seulement des membrures horizontales, mais on peut avoir des membrures verticales, des membrures obliques. Okay? Donc, ici, la clé, si on veut tracer nos diagrammes, c'est vraiment juste de penser qu'on doit pencher la tête dans la direction où on veut venir exprimer nos membrures. Donc, ici, on regarde le segment AB, on le regarde comme on l'a regardé jusqu'à maintenant. Le segment BD ici, donc ici, je vais devoir pencher ma tête vers la droite de façon à venir voir quels vont être mes efforts internes. C'est comme si je venais déplier ma patte de façon à venir représenter quels vont être les efforts dans celle-ci. Mais sinon, les calculs se font de manière complètement analogue à ce qu'on a vu précédemment. Donc ici, première étape pour mon plan de résolution, je vais venir calculer quelles sont mes réactions d'appui au point A et au point D. Ensuite, je vais venir identifier quelles sont mes sections clés où j'ai besoin de faire mes calculs. Et je vais venir exprimer et calculer mes efforts internes, c'est-à-dire N de x, V de x et M de x, à l'aide du calcul graphique qu'on a vu précédemment. Et ici, la particularité qu'on devra considérer, c'est que les efforts normaux dans certaines parties de la structure vont devenir des efforts tranchants dans l'autre. Donc, par exemple, on peut s'imaginer que dans le segment BD ici, mon segment vertical, j'aurai des efforts axiales qui vont venir être reportés par cette poutre ici. Bien, ce qui est ici un effort axial, on peut s'imaginer que ça va devenir un effort tranchant dans ma partie horizontale ici. OK, donc première étape, on va venir tracer notre diagramme de corps libre et calculer nos réactions et représenter celles-ci. Donc, j'ai ma force ponctuelle de 10 kN au point E. J'ai ma charge ponctuelle équivalente de 20 kN par mètre, ma charge répartie, fois une longueur de 8 mètres.
Donc, ça va être ma charge qui va agir à 4 mètres du point B. Donc, parce que j'ai une longueur totale ici de 8 mètres. J'ai ma réaction RDY ici au point D. J'ai RAX qui est égal à 0 parce que je n'ai aucune charge horizontale sur mon cadre. Et je vais avoir mon RAY qui est inconnu ici. Donc, je pose RDY, RAY comme étant des inconnus de signe positif. Je fais une sommation des moments autour de l'axe Z par rapport au point A. Donc, ça, cette sommation devrait être égale à 0. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir ma charge équivalente ici de 20 fois 8, c'est-à-dire 160 kN fois un bras de levier de 4 mètres, négatif parce que rotation horaire autour du point A, moins ma charge concentrée 10 kN fois un bras de levier de 7 mètres. Donc, j'avais 8 mètres ici, j'ai 1 mètre ici, ça donne 7 mètres, plus mon RDY fois un bras de levier de 8 mètres. Donc, je peux isoler RDY qui va être égal à 88,75 kN. Parfait. Sommation des forces en Y. Donc, je vais avoir mon RAY, ici qui est inconnu. Donc, mon RAY, moins 160 kN, ma charge ponctuelle équivalente, moins 10 kN, ma charge concentrée, plus ma réaction d'appui de 88,75. Ça me permet d'isoler RAY qui est égal à 81,25 kN. Donc, quelles sont mes sections clés dans ma structure ici? Donc, si on regarde, je vais avoir mon point A, qui est une extrémité, mon point B, qui est mon coin ici, qui vient connecter mon segment AB et mon segment BC, le point C, où j'ai encore une connexion, mon point D, qui est l'extrémité de l'appui, mon point E, qui est l'extrémité d'une structure, et je cherchais ici dans mon segment AB la position où j'aurai un effort tranchant nul, parce que ça va être l'endroit où, dans ce segment, j'aurai un moment maximum. Donc, moment maximum en valeur absolue comme d'habitude. Donc, on commence, on va venir trouver quels sont nos efforts normaux. Donc, si je viens représenter ma structure, A, B, C, D, E, OK? Donc là, ça, c'est mon diagramme que je vais tracer pour mon effort normal. Donc, ici, je sais que dans la partie horizontale, j'aurai aucun effort normal parce qu'ici, j'ai aucune réaction horizontale en X. Donc ici, je vais commencer par calculer quels vont être mes efforts normaux au point D+. OK? Donc mon point D+, c'est après application de ma charge. Donc je vais avoir mon moins RDY. Ma réaction d'appui ici en D, ça va directement être égal à moins 88,75. Donc on peut voir ici, si on avait RDY de 88,75, bien, je sais que mon segment ici BD va être en compression. Je vais avoir une compression égale à une force interne de moins 88,75. Donc, voilà pour ça. Donc, ensuite, ici, je vais calculer au point C- avant l'intersection. Donc, ici, je suis constant entre les deux points. Donc, je vais rester à la même chose que mon effort normal au point D+. Donc, C- et D+, même chose, je suis constant, moins 88,75. C'est ce que je suis venu exprimer ici comme diagramme. Donc, C+, juste après intersection avec mon point E. Donc, je vais avoir également ma charge de 10 kN, qui est ma charge concentrée ici, qui va venir diminuer mon effort interne. Donc, j'avais 88. Maintenant, il y a une partie de ces 88-là qui va être compensée par ma force externe. Donc, je vais tomber à moins 78,75. Donc, ensuite, au NB-, ça va être égal à NC+, moins 78,75 parce que je n'ai pas de changement ici. Donc, moins 78,75. Donc, constant entre les segments C et D, constant entre C et B. Et la différence entre les deux, c'est ma charge ponctuelle qui est appliquée au point E et qui est reportée au point C. Parfait. Je n'ai pas d'effort normal dans mon segment AB. Donc, maintenant, je vais venir déterminer quel est mon effort tranchant. Donc, mon effort tranchant ici, ça va être représenté sur mon même graphique. Donc, je commence ici à ma partie gauche, mon A-, donc avant l'application de ma réaction d'appui. Donc, j'ai toujours 0 kN. Ensuite, A+, ça va être quoi? Ça va être mon A-, c'est-à-dire 0 kN, plus ma réaction RAY, qu'on avait dit 81,25. Donc, ça, c'est mon 81,25 ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais calculer mon B- avant mon coin. C'est-à-dire, je vais avoir mon V de A+, mon 80,25, plus l'intégrale de ma charge répartie. Donc, ma charge répartie était de 20 kN fois 8 mètres. Donc ici, ma charge répartie, c'est l'intégrale que j'ai ici. Base fois hauteur. Donc, ma base, c'est 8 mètres. Hauteur, c'est 20 kN par mètre. Donc, ça va me donner ici moins 78,75. Donc, ça ici, c'est mon diagramme d'effort tranchant. Donc, ici, on voit qu'on a une correspondance entre ce qu'était mon effort tranchant au point B
et mon effort normal au point B. Donc, on voit ici que l'effort tranchant ici, qui agit verticalement, vient de se transformer en effort interne, en effort interne de compression. Donc, si on n'avait pas eu les mêmes valeurs ici, c'est signe qu'on s'est trompé quelque part, parce qu'on n'aurait pas eu l'équilibre de notre joint. Donc, parfait. Ensuite, on va regarder le point E à l'extrémité ici, mais avant l'application de ma charge, j'ai 0. Après l'application de ma charge plus, donc juste à droite, je vais avoir 0 plus, moins 10 kN. Ma charge concentrée, j'ai moins 10 kN. Donc, si je regarde maintenant au point C-, donc à gauche de mon joint, je vais avoir mon VE+, c'est-à-dire mon moins 10 kN plus 0, j'ai 10 kN. Donc, ici, j'ai une charge qui est uniforme, qui est constante entre le point E et le point C, qui est un effort tranchant de 10 kN. Parfait. Et finalement, je cherche le point ici où j'aurai mon effort tranchant nul. Donc, je cherche la position X. Donc, j'exprime ce diagramme-là. Son équation, ça va être 81,25 à X est égal à 0, moins un taux de changement de 20 kN par mètre. Donc, 81,25 moins 20 fois X. Mon X va être égal à 0 pour 4,06 mètres. Okay? Donc, je sais que ce point-là, c'est le moment où par la suite, j'aurai mon moment fléchissant maximal. Donc, si on regarde pour le moment fléchissant, je commence par le point ici à gauche. Mon moment est égal à 0 kN parce qu'ici, c'est un appui libre, donc il n'y a aucun moment qui peut se développer. Ensuite, je vais regarder à mon X est égal à 4,06. Je sais que j'aurai un moment max. Donc, j'aurai mon moment au point A qui est égal à 0 plus l'intégrale de mon effort tranchant. Donc, mon effort tranchant, ça va être base, 4,06 fois hauteur, 80,25 sur 2. Donc, ça me donnait 165 kN. Donc, je sais que c'est le moment à ce point-là. Je vais regarder mon point B ici sur la partie horizontale. Donc, je vais prendre mon moment que j'avais ici, plus l'intégrale de mon effort tranchant. Base, donc ça veut dire que je vais avoir 8 mètres moins 4,06 fois hauteur moins 78,75 plus 175 kN. OK? Donc, ça, c'est ce que j'ai ici. 165 moins 78,75. Donc, ma hauteur fois ma base, 8 moins 4,06, 3,94 sur 2. Ça va me donner 10 kN. Et donc, je peux relier mes 3 points, mon 0, mon 165 et mon 10. Et je sais que comme j'ai ici un effort tranchant qui est linéaire, j'aurai un moment fléchissant qui est quadratique, donc proportionnel à x carré. Parfait. Donc, je regarde mon moment au point B, mais cette fois-ci pour la partie verticale. Donc, par équilibre, je dois avoir continuité des efforts. C'est-à-dire que si j'avais 10 kN de moment fléchissant ici, positif, je dois avoir 10 kN de moment fléchissant positif ici également. OK? Parce que les efforts doivent être maintenus par continuité. Donc, mon moment au point C ici va être égal à mon moment au point B vertical parce que je n'ai pas de moment, je n'ai pas de charge entre ces deux points-là. Donc, ça va me donner ici, je n'ai pas d'effort tranchant entre ces deux points-là. Donc, je vais avoir 10 kN. Parfait. Donc, j'ai mon diagramme ici qui est constant entre les points B et les points C+. Et mon point E ici, je sais qu'à l'extrémité du porte-à-faux, j'ai 0 kN parce que c'est un bord libre. Et au point C, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon moment au point E, 0 kN, moins l'intégrale de mon effort tranchant. Donc, j'ai moins 10 fois une longueur de 1 mètre, c'est-à-dire moins 10 kN. Parfait. Et au point D, comme j'ai aucun moment fléchissant qui peut être développé dû à mon appui rotulé ici, je sais que j'aurai 0 kN. Parfait. Donc, on voit comment on a pu déterminer nos efforts internes dans non seulement des membrures qui sont horizontales, mais des membrures qui ont n'importe quelle orientation. Donc, en résumé, ce qu'on a vu ici, c'est comment est-ce qu'on peut venir à calculer et à tracer les diagrammes d'effort pour mon effort normal, mon effort tranchant, mon moment fléchissant. Donc, on se rappelle la convention de signe. Donc, pour les moments fléchissants, si on fait une courbure qui correspond à un sourire, ça va être des efforts de moments qui sont positifs. Donc, quand on fait ça, on note la fibre supérieure va être comprimée, la fibre inférieure va être tendue. Donc, un allongement de la longueur de ma fibre inférieure, un rétrécissement de ma fibre supérieure. Pour le cisaillement, on se rappelle, les forces de part et d'autre de ma coupe vont créer une rotation dans le sens horaire. J'aurai un signe pour le cisaillement qui est positif. Donc, les trois méthodes qu'on a vues ici ensemble, premièrement, formulation analytique,
on écrit notre équation pour P de x, on intègre une fois pour obtenir V de x, on intègre V de x pour obtenir M de x. Et à chaque fois qu'on fait ces intégrales-là, on va obtenir des constantes à trouver. On trouve ces constantes-là à partir soit des conditions de continuité dans les assemblages ou les conditions d'appui pour lesquelles on connaît quels sont les efforts internes. Donc, deuxième méthode, c'est la méthode d'équilibre. On fait des diagrammes de corps libres à certaines sections et on fait ces coupes et on vient explicitement calculer quels sont les efforts internes à ces endroits-là. Et finalement, la méthode graphique où on fait un calcul récursif de V de x en faisant l'intégrale de P de x ou on calcule M de x en faisant de façon récursive des intégrales de V de x. Donc, dans les cadres, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il va y avoir un transfert des efforts au droit des discontinuités. C'est-à-dire que si on a une section horizontale et une section verticale, eh bien, l'effort tranchant dans la partie horizontale va venir se transformer en effort axial, donc un effort axial dans la partie verticale. Si j'ai un moment dans la partie horizontale, mais ce même moment va être transféré dans ma partie verticale. Donc ça conclut ce qu'on voulait voir ici, qui est une extension des notions de statique qu'on a vues ici, de façon à venir calculer quels sont nos efforts internes. Donc une fois qu'on a calculé nos efforts internes, on va pouvoir utiliser ces efforts-là de façon à venir calculer quelles sont mes contraintes internes dues au moment fléchissant, dues à la flexion, ou quelles sont mes contraintes internes dues de moment fléchissant dues au cisaillement. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans le prochain module, le module 6.